Je vais vous raconter l'assassinat en 2003 dans le Lot-et-Garonne de Guy Chavernac. Écoutez bien, celui ou celle qui l'a tué lui a cassé toutes les dents à coups de marteau pour être sûr qu'on ne pourrait pas l'identifier sur la base de son dossier dentaire. Celui ou celle qui l'a tué a brûlé son corps au point que ses bras et ses jambes se sont détachés du tronc. Pour le débrief, Maître Bria du barreau d'Agen, avocat de la famille de la victime. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Guy Chavernac a 35 ans. 1m90, baraqué, joueur de rugby et assez beau gosse. Il habite Fumel dans le Lot-et-Garonne. Il a divorcé 2 fois. Et depuis, il batifole une fille par-ci, une fille par-là. À côté de ça, il est depuis 20 ans magasinier dans une entreprise qui vend des produits agricoles. Engrais, plants, matériel, tout ça. Et il est sérieux. Il est bosseur. Il a la tête sur les épaules. En vérité, il n'a qu'un seul défaut, Guy. Il est très endetté. Du genre qui prend un crédit au CTLM pour rembourser un crédit Cofidis, qu'il avait pris pour rembourser un crédit Sofinco, lequel était censé rembourser un crédit Cofinoga. Vous voyez le travail? Il y a des gens comme ça. Ça s'appelle faire de la cavalerie. C'est pas une bonne idée. Mais c'est tellement courant. Moi, ça m'empêcherait de dormir. Mais pas lui. Question de caractère, sans doute. Pour vous dire, Guy en est arrivé au point où il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Il faut dire que tous les mois, il doit verser une prestation compensatoire à son ex-femme. Mais il a une qualité, Guy, qu'on ne peut pas lui enlever. Il est ponctuel au travail. Or, le matin du 23 janvier 2003, il n'est pas là à 7 heures quand le magasin ouvre ses portes. Je comprends pas. Mais s'il était malade, il aurait appelé. C'est pas du tout son genre de pas venir bosser, pas lui. J'en connais d'autres, mais pas lui. J'espère qu'il n'a pas eu un accident. Son patron l'appelle, pas de réponse. Alors il se met à appeler les hôpitaux et les cliniques un par un. Est-ce que vous n'avez pas chez vous un homme du nom de Guy Chavernac qui serait arrivé ce matin après un accident? La réponse est non. Et donc il finit par appeler les gendarmes. Vous comprenez, ça ne lui ressemble pas du tout. Et je suis sûr qu'il y est arrivé quelque chose. Peut-être malaise chez lui. Vous pouvez aller voir? D'accord, je vous promets qu'une de nos patrouilles va passer chez lui. Vous rappelez en fin de journée? Les gendarmes vont sur place. Ils poussent le portail. Il y a sa moto qui est là, garée devant le garage. Mais pas sa voiture. Ils sonnent. Personne ne répond. Ils ont conclu qu'il est absent. Et puis c'est tout. Fin du premier épisode. À Fumel, on s'inquiète aussi chez les proches de Guy, son père, ses 2 enfants, ses ex-femmes. Personne ne sait où il est. Personne ne parvient à le joindre. Et eux aussi serinent les gendarmes. Pour l'instant, ils envisagent un accident de voiture. Je me dis qu'il a peut-être fait une sortie de route. Ou qu'il est tombé dans le Lot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être, madame, mais nous, on nous a rien signalé. Vous pensez pas plutôt qu'il a pris un peu de temps pour lui? Une rencontre, peut-être. Une femme, vous voyez? Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Je pourrais vous raconter des tas d'histoires de gens dont on nous a signalé la disparition et qui étaient dans les bras d'une fille. Je veux bien le croire, monsieur. Mais la semaine prochaine, il a la garde de sa fille. Avec son ex-femme, ils ont la garde partagée. Il n'aurait jamais fait ça, Eh bien, peut-être qu'il sera rentré dimanche, alors, si c'est un bon papa. Mais le dimanche passe, et Guy n'a donné aucun signe de vie. Et puis arrive le lundi.
Et le lundi, le frère de Guy reçoit un coup de téléphone. C'est le numéro de Guy qui s'affiche sur son portable. Ouf! On a eu tort de s'inquiéter. Il décroche. Allô? Allô, Guy? Guy, tu m'entends? Allô? T'es où, Guy? Allô, tu m'entends? À l'autre bout du fil, personne. Juste le pchit de la ligne téléphonique. Et puis d'un coup, la communication se coupe et le frère est partagé. Il ne sait pas si cet appel est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors il rappelle tout de suite. Il rappelle son frère 10 fois, 20 fois. Ça sonne dans le vide. Personne ne décroche. À chaque fois, il tombe sur le répondeur. Il espère alors un SMS. Il n'en reçoit aucun. Du coup, il appelle les gendarmes. Ça l'inquiète lui, mais pas eux. Eh bien, voyez-vous, c'est bien la preuve qu'il est en vie. Il a essayé de vous appeler, il le refera. Je sais que c'est difficile à croire, monsieur, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui décident de tourner une page dans leur vie pour recommencer à zéro. Appelez donc votre famille. Ça va les rassurer, ce coup de fil. Ça ne peut pas les rassurer. À ce stade, rien ne peut rassurer cette famille. Qu'ils disparaissent du jour au lendemain leur paraît inconcevable. C'est un type qui a la tête sur les épaules. Et il ne ferait jamais ça. Les gendarmes finissent par accepter de demander au procureur l'ouverture d'une enquête pour disparition de personnes majeures. Et dans le cadre de cette enquête qui débute, la première chose qu'ils font, c'est de demander un extrait des comptes bancaires de Guy Chavernac. Rien n'a bougé depuis sa disparition. Aucun retrait, aucune dépense. Et c'est là d'ailleurs que les gendarmes s'aperçoivent que l'oiseau est entêté jusqu'au cou. D'où la conclusion qui s'impose. Eh ben voilà, voilà pourquoi il est parti. Il avait des dettes, il pouvait plus les rembourser, ça c'est un classique de chez classique. Il a juste passé ce coup de fil pour les rassurer, mais à mon avis, avec ce qu'il doit, il n'est pas prêt à rentrer à la maison. La famille de Guy a compris que pour l'instant, elle ne peut pas trop compter sur la maréchaussée. Alors elle organise elle-même ce que eux ne veulent pas faire. Une battue dans tout le coin. Battue qui ne donne strictement rien. Je ne veux pas défendre les gendarmes sur ce coup-là, mais entre nous, on ne peut pas complètement leur donner tort. Ils ne peuvent pas sortir la grand voile à chaque fois qu'on leur signale la disparition de quelqu'un. Mais bon, à force d'être harcelés par la famille, ils décident de se remuer un peu. Ils commencent par convoquer les 2 ex-femmes de Guy Chavernac. Elles disent toutes les 2 la même chose. Mais Guy, il avait l'air d'aller bien ces derniers temps. Moi, je vois pas pourquoi il aurait voulu disparaître comme ça, d'un coup. Mais même si bon, il avait rencontré une nouvelle fille, Simone. Et peut-être qu'elle pourra vous dire des choses intéressantes. Je crois qu'ils sont séparés depuis un an, et vous verrez bien. Alors, va pour Simone. 50 ans, infirmière, mère de 3 enfants, divorcée, 15 ans de plus que Guy. Mais canon, vraiment canon. Il paraît qu'il était très amoureux avant de se séparer d'elle il y a 1 an. Et elle, Simone, elle n'écarte pas la piste d'un départ volontaire. La dernière fois que je l'ai vu, franchement, il m'avait l'air très soucieux. Je sais pas, il était stressé, angoissé. Des fois, j'ai même vu qu'il se cachait pour passer des coups de fil. Il n'était pas du tout en forme. Mais vous avez une idée de où il a pu aller? Ah non, absolument aucune. L'argent, se disent les gendarmes. Il est parti pour l'argent, les dettes. Même si le fait qu'il n'ait pas dépensé un copec depuis sa disparition les fait douter un peu. Ça fait 10 jours que Guy Chavernac a disparu quand les gendarmes reçoivent un coup de fil. Dites, je voulais vous signaler que j'ai vu une voiture à Tézac, dans la carrière. J'ai l'impression qu'elle est abandonnée.
Tiens, Tézac, c'est à 20 kilomètres de Fumel. Les gendarmes y vont, c'est la voiture de Guy. Bon, il y a son portefeuille dans la boîte à gants, voyons, et bien il y a tout dedans. Hein. Ses papiers, ses cartes de crédit, ça pour le coup c'est inquiétant. C'est-à-dire, je vois pas le type prendre la poudre d'escampette en laissant ses papiers, non? Bah oui. Alors ils se mettent à fouiller les alentours de la carrière. Ils font même venir un hélicoptère. Pour l'instant, faute de mieux, les gendarmes se mettent sur la piste sentimentale. Je vous l'ai dit, Guy est un coureur de jupons, tout le monde le leur a dit. Et donc il convoque une par une toutes les misses qu'il a fréquentées récemment, y compris les coups d'un soir. Elles ne savent rien. Mais l'une d'entre elles lâche une info très intéressante. Ce que je peux vous dire, c'est que Guy revoyait son ex, hein. Simone. Ça, j'en suis sûr. Hein. Simone? Il l'a revoyée? Mais elle n'a pas du tout dit ça quand les gendarmes l'ont interrogée au tout début de l'enquête. Elle leur a dit que la dernière fois qu'elle l'avait vu, elle l'avait trouvé soucieux, stressé, angoissé. Elle leur a parlé d'étranges coups de fil. Mais elle n'a pas dit qu'ils fricotaient encore depuis leur séparation il y a 1 an. Ça les intrigue, ça, les gendarmes. D'autant que le frère de Guy leur a raconté un truc sur Simone. Eh bien, c'était il y a 1 an et demi, à peu près. À cette époque, mon frère, il était toujours officiellement avec elle. Et alors, un jour, je l'ai appelé au téléphone, et j'ai trouvé qu'il avait la voix pâteuse, vous voyez. Il avait du mal à articuler. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, Guy? Et là, il m'a expliqué qu'il pensait que Simone lui avait mis quelque chose dans son verre. La piste se confirme quand les gendarmes commencent à s'intéresser à cette femme. Oh, Simone, elle est jalouse comme un pou. Après, Guy a 15 ans de moins. Elle a peut-être de bonnes raisons, mais alors à chaque fois qu'elle le soupçonnait d'avoir une autre maîtresse, ça prenait de ses proportions folles, quoi. Une fois, elle lui a dit « Si tu me trompes, je te tue. Et si tu me quittes, pareil. » À partir de là, Simone est clairement dans le viseur des gendarmes. Il commence par demander le relevé de son téléphone portable. Bon, elle nous a bien dit que la veille de sa disparition, elle avait eu son amant au téléphone en début de soirée, qu'après elle s'était couchée. Et bien sur le relevé, je vois qu'elle passe un appel à 22h43. Donc elle nous a menti. Elle n'était pas au lit. Et on sait qui a appelé. Elle a appelé son ex-mari, qui est le père de ses enfants, sur son fixe. Interrogé, son ex-mari confirme que ce soir-là, elle l'a appelé. Mais que c'était pour parler à Didier, leur fils de 20 ans. Ils ont une relation très forte tous les deux. Didier, c'est un garçon, il n'est pas trop bien dans sa peau. Et alors, il a une relation complètement fusionnelle avec sa mère. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ça son problème. Hein. Et là, le père de famille balance un autre truc qui lui pèse sur le cœur depuis des semaines. Je sais plus trop quand c'était, mais un jour donc. Didier avait sa mère au téléphone. Il avait l'air énervé. Et alors il y a une phrase que j'ai entendue et qui me turlupine depuis. Il lui dit « Avec ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui je devrais être en prison. » C'est un tournant dans cette enquête. Didier, le fils de Simone, ex de Guy Chavernac, est peut-être mêlé au crime. Un garçon de 20 ans, un adolescent attardé, inféodé à sa maman. Les gendarmes font venir leurs experts. On cherche des armes à feu ou couteaux. Et surtout, on cherche des traces de poudre et des traces de sang. Mais il n'y en a pas. Dites, madame, c'est quoi cette petite tache rouge là sur le coussin du canapé? Oh c'est une tache de vin, je pense. Non, Simone, ça n'est pas une tache de vinasse. C'est effectivement une toute petite tache de sang. Les gendarmes ont failli passer à côté.
Et je lève le suspense. Le labo va révéler qu'il s'agit du sang de Guy Chavernac. Ça devient chaud, Momone. Ça devient très chaud. Simone Cambou, tant qu'à faire je vous donne son nom, est placée en garde à vue. Et son fils Didier aussi, dans un autre bureau. Elle ne lâche rien. Alors que lui, le gamin, il est plus fragile, ça se voit. Lui, c'est le maillon faible du duo. Et comme prévu, il se couche impeto. Dis-moi, Didier, ta mère t'a appelé à 22h43 le soir de la disparition de Guy Chavernac. C'était pour te dire quoi? Elle m'a dit, ça y est, je l'ai fait. Et pour toi, ça voulait dire quoi? Ben, ça voulait dire qu'elle avait tué qui? Il dit qu'après l'appel de sa mère, il est allé chez elle. Et qu'en arrivant, il a trouvé le corps de Guy affalé sur le canapé, mort. Mort d'un coup de fusil dans la poitrine. Ben, j'ai dit à ma mère d'appeler les gendarmes. Mais elle m'a dit non, ils vont comprendre que c'est moi qui l'ai tué, il vaut mieux se débarrasser du corps. Il dit qu'ils ont roulé le cadavre dans un tapis, qu'ils l'ont traîné dans le jardin et qu'ils l'ont recouvert de bûches. Et là, elle m'a demandé d'aller chercher un jerrycan d'essence et d'asperger le corps de Guy, puis de craquer une allumette, mais moi ça j'ai pas pu. Je suis pas arrivé. J'avais envie de vomir. Alors finalement, c'est elle qui l'a fait. Il dit aussi que le lendemain, sa mère lui a demandé de venir pour l'aider à se débarrasser des restes du cadavre. Il raconte que le feu ayant fait son œuvre, quand il a voulu charger le cadavre dans une brouette, les bras et les jambes lui sont restés dans les mains. Et puis on l'a amené jusqu'à une grange. Et là, elle m'a demandé comment on fait pour qu'on l'identifie jamais. Moi, j'avais vu dans les séries à la télé que souvent c'est grâce aux dents qu'on identifie les cadavres. Alors, elle a pris un marteau, elle lui a fait sauter toutes les dents. J'ai raconté des centaines d'histoires de crimes. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Bam, bam, bam. Elle lui aurait cassé toutes les ratiches. Toutes. Après, ils ont mis les morceaux dans des sacs poubelles et ils sont allés les jeter dans le Lot. Et pourquoi le Lot? Eh bien, maman, elle m'a dit que c'est parce que Guy, il aimait bien la pêche. Et puis aussi qu'il était du signe du poisson. Et s'il avait été lion, elle l'aurait donné à manger au lion. Dans la foulée des aveux de son fils, Simone ne peut plus nier. Alors elle avoue, tout en chargeant son fils à mort, la diablesse. Elle ne cherche même pas à le protéger, à minimiser sa participation au crime. Mais alors pourquoi, madame? Pourquoi avoir tué M. Chavernac? Et là, accrochez-vous, elle l'a tué. Parce que quelques semaines plus tôt, elle est allée chez lui, et que le godemiché qu'ils utilisaient pour leur partie de jambes en l'air n'était pas à sa place habituelle, c'est-à-dire dans le tiroir de la table de nuit. J'ai tout de suite compris que c'était parce qu'il avait une autre femme. Elle l'a tué pour un braquemar en silicone, par pure jalousie. Ce soir-là, elle a préparé un dîner en amoureux, chez elle. Elle lui a copieusement bourré la gueule à coups de vin blanc,
au point que Guy est allé se vautrer dans le canapé. Là, elle est allée chercher un fusil. Elle a avalé cul sec 2 grands verres de whisky pour se donner du courage. Et puis... la suite, vous la connaissez. Le feu, les coups de marteau sur les dents, les sacs poubelles et les os du Lot parce qu'il était poisson. Et après, elle a nettoyé son salon à l'Ajax. Et voilà. Simone Cambou est mise en examen pour assassinat. Et son fiston Didier pour recel de cadavres et dissimulation de preuves du crime. Ils filent tous les 2 en prison. Et maintenant, il faut essayer de retrouver les sacs poubelles dans le Lot. Le duo amène les gendarmes là où ils disent les avoir jetés. Pendant des semaines, les gendarmes fouillent la zone. Ils mobilisent des plongeurs. Ils ne trouvent rien. Entre-temps, Simone a opportunément changé son récit du crime. Mais au départ, moi, je voulais pas le tuer. Je voulais juste lui faire peur. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas bien. J'étais en pleine dépression et puis j'avais bu. C'est un accident. Allons bon. Et au fil de l'instruction, elle finit par prétendre que Guy Chavernac la battait. C'était comme de la légitime défense, en fait. Je l'ai tué pour me protéger. Et votre fils, madame? Pourquoi est-ce que vous l'avez mêlé à tout ça? Mon fils, il sait rien me refuser, le pauvre. Un an après le crime, une co-détenue de Simone, une femme avec laquelle elle partage sa cellule à la prison d'Agen, demande à être entendue par le juge. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle lui avait fait une piqûre de morphine avant de le tuer. Bon, moi je me dis qu'elle était infirmière. C'est possible du coup. Faut-il croire cette jeune femme? Pas sûr. Les codétenus sont en général de très mauvais témoins. Ils balancent souvent dans l'espoir d'une remise de peine. Bref, en l'absence de cadavre, on ne saura jamais si Simone a empoisonné Guy avant de le tuer. Le procès de la mère et du fils s'ouvre 2 ans et demi après le crime devant la cour d'assises d'Agen. Simone Cambou est seule dans le box des accusés. Son fils Didier a été libéré entre-temps. Dès le début, elle prend la parole. C'était vraiment un accident. J'étais plus moi-même. Je regrette tout. Je peux pas vivre comme ça. Et là, elle tombe dans les vapes. L'audience est suspendue. On fait venir le SAMU. Conclusion des médecins, elle fait son cinéma. Le grand mystère de cette affaire, c'est le rôle exact du fils, Didier. Les psys qui l'ont examiné disent qu'il vivait sous emprise de sa mère. Et lui confirme. Ma mère, c'était comme une reine. Je pouvais pas lui dire non. Je pouvais rien lui refuser. Et un gendarme vient dire à la barre que Didier a joué un rôle déterminant dans l'enquête. Moi, je suis sûr que si le gamin il n'avait pas craqué et révélé le crime commis par sa mère, eh bien elle aurait rien avoué. Mais elle, Simone, ne manifeste aucun remords à avoir mêlé son fils à cette histoire. En dehors de son avocat, il n'y a finalement pas grand monde pour défendre Simone durant ce procès. Et lui, l'avocat, il fait ce qu'il peut. Je voudrais rappeler ici qu'un mois après la mort de M. Chavernac, Mme Cambou, dévorée par la culpabilité, a voulu mettre fin à ses jours en prison en avalant des médicaments. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas la femme indifférente et cynique
que nous décrit l'accusation. Peut-être, maître, mais vous n'avez pas convaincu les jurés. Simone Cambou est condamnée pour assassinat à la réclusion criminelle à perpétuité. Et son fils Didier prend 4 ans pour recel de cadavre. Il a déjà purgé la moitié de sa peine en détention provisoire. Il ressort libre. Ce procès, en appel, est marqué par un coup de théâtre. Bien, je souhaite faire savoir à la Cour qu'il y a un mois, le fils de Guy Chavernac a porté plainte contre Madame Cambou pour des attouchements sexuels qu'il aurait subis pendant 2 ans de la part de l'accusé. Mais dans cette affaire, Simone sera relaxée au bénéfice du doute. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté, aujourd'hui, l'enquête sur l'assassinat en 2003, dans la région d'Agen, de Guy Chavernac tué par sa maîtresse Simone Cambou, avec l'aide de son fils, et pour seule motivation, la jalousie. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Philippe Bria. Vous étiez dans ce dossier avocat de la partie civile et vous représentiez les intérêts de la famille de Guy Chavernac. D'abord, peut-être un commentaire sur le verdict. 30 ans, perpète, c'est kiff qui bourrico? Oui, c'est quasiment la même chose. Il est évident qu'en termes de temps passé derrière les barreaux, Madame Cambou n'a pas eu de faveur particulière à l'occasion du procès de Cahors. Mais elle est condamnée pour meurtre à Cahors, hein, si j'ai bien compris, alors qu'elle l'a été pour assassinat à Agen. Tout à fait. Et pourquoi il n'y a plus de préméditation? Les jurés ont estimé avec les juges de la Cour qu'il n'y avait pas de préméditation pour la condamner simplement pour homicide volontaire. Je ne sais pas comment ils ont fait. Il faut qu'on parle maintenant du fils. Peut-être un point d'abord sur son beau-fils, le fils de Guy Chavernac, qui porte plainte contre elle pour quelque chose qu'on entend rarement. Il l'accuse d'avoir fait sur lui, pratiqué sur lui, des attouchements sexuels. Ça n'a pas été prouvé et elle a été relaxée pour ça. Mais vous, qui sans doute avez rencontré le fils, vous croyez que ça s'est passé comme ça? Bon, je pense que ça s'est passé comme ça, mais il est quand même à noter que le fils, par l'intermédiaire de sa famille, a fait valoir ces éléments un petit peu tard dans la chronologie de la procédure. C'est plus de tard dans le procès de Cahors que j'ai déposé pour le compte de sa mère Escalité cette plainte pour atteinte sexuelle. Mais c'était trop tard pour que ça soit très crédible, quoi. C'est pas tellement que c'était trop tard, mais c'est que l'information n'a pas pu se dérouler. Il est évident qu'il y avait, s'agissant de l'affaire principale, une ampleur très importante qui interdisait peut-être de s'intéresser aux plaintes incidentes. Alors, Didier, je n'ai pas dit son nom à dessein, et je voudrais que vous me souteniez là-dedans. Il était jeune et il a été très peu condamné, et donc il a droit à une réinsertion. Le fils Didier, il est condamné à 4 mois de prison ferme seulement en appel à Cahors. Ça veut dire quoi? Qu'ont voulu dire les jurés le concernant? Oui, ça veut dire qu'effectivement, la déclaration qui a été la sienne initialement et sa version tout au long de la procédure a été confortée par la décision des juges. Il est évident que ce jeune était d'une part immature et d'autre part sous l'emprise totale de sa mère. C'est très clair. Elle était toxique à son égard, parce qu'on nous dit que par ailleurs, c'est un gamin qui est pas bien dans sa peau, c'est un gamin qui a des problèmes, et évidemment, on se dit c'est elle qui est responsable de ces problèmes. Oui, il y a quand même un grand degré de toxicité dans le comportement de Mme Cambou à l'endroit de son enfant. D'ailleurs, la preuve en est que après qu'ils aient fini cette scène macabre, l'information rapporte que Didier a dormi chez sa mère dans le propre lit de sa mère, alors qu'il était âgé de 20 ans. Avec sa mère? Avec sa mère, oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. La relation était ambiguë, alors? Oui, elle était ambiguë. En tout cas, elle était forte au point qu'il y avait plus de sens commun, c'est clair, oui. Alors, le mobile. On a donc une piste, et une seule, qui est la jalousie
Et cette histoire de Godemiché, qui semble être le déclencheur du crime, le Godemiché a changé de place, donc il a une maîtresse, donc je le tue. Est-ce que pour vous, c'est le seul moteur du crime? Quelque part, oui, c'est un point de détail, mais qui révèle à lui seul l'état d'esprit de cette femme qui était jalouse pathologique, c'est clair. C'est une femme qui, quelque part, était excitée, qui avait une façon de voir les choses tout à fait dénaturée, et c'est quelque part, c'est vrai, le mobile de ce crime, mais il y avait plusieurs combinaisons qui sont venues s'ajouter à ce point de détail, je vais dire. Mais enfin, quand même, c'est trop court comme mobile. Pour un assassinat aussi terrible, enfin, elle lui a cassé les dents. Elle a brûlé son corps. Là aussi, des corps qui brûlent, on en a dans beaucoup d'histoires. Jamais ça ne va à ce point-là, au point que les jambes restent dans les mains quand ils veulent déplacer le cadavre. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, il est évident que Mme Cambou, lorsqu'elle avait commencé cette scène macabre, elle ne trouvait pas la force, ni les moyens, ni l'intelligence, ni la sensibilité de mettre un terme à tout ça. Elle était explosée, aller jusqu'au bout de ses fautes, c'est clair. Vous avez dit pathologique, c'est une piste ça quand même. On sent que cette femme est intrinsèquement monstrueuse. Enfin, casser les dents de quelqu'un qu'on a aimé, qu'on prétend tuer parce qu'on l'aime, il y a un décalage absolu. Oui, tout à fait. Je crois que cet aspect pathologique que vous soulignez a été mis en avant, si ma mémoire est bonne, par les expertises psychiatriques et psychologiques qui ont été faites de Mme Cambou. Il y avait incontestablement chez cette femme un déséquilibre dans la conduite qui était patent et régulier, j'allais dire presque quotidien. C'était une femme qui était excessive, hystérique et dangereuse aussi, manipulatrice, dangereuse, enfin. Elle était accablée de pas mal de vices, on va dire ça comme ça. Racontez-nous comment elle se comporte au procès, parce qu'on a ces scènes au cours desquelles elle s'évanouit. Alors j'en ai raconté une, en vérité je crois qu'il y en a eu d'autres. Donc elle s'évanouit comme dans les films, alors que dans la réalité on ne s'évanouit jamais. Jamais. Mais surtout que c'était une femme forte. Hein. Elle était à peine, l'audience était à peine commencée, c'était à Agen. Elle s'est levée pour l'interrogatoire d'identité mise en place par le président, et là de suite elle a dit qu'elle n'était pas bien et elle est tombée, elle a fait semblant de faire un malaise, c'est clair. Ouais. Mais dès le départ, elle savait très bien où elle allait. Elle voulait essayer d'éviter les questions parce que dès qu'on abordait les faits, effectivement, on sentait qu'il y avait quand même des problèmes très importants à régler. Le déclencheur du crime serait donc l'existence supputée d'une maîtresse. Avait-il une maîtresse effectivement ? Non, ça n'a pas du tout été avéré par l'instruction. C'est elle et elle seule qui a indiqué cet élément, et il lui fallait un motif à tout prix. C'était la recherche du motif à tout prix, mais elle a trouvé un peu n'importe quoi comme motif, et d'ailleurs, elle n'a reçu aucun écho de la part des juges. Elle est censée lui avoir saoulé la gueule avant de le tuer, et... Enfin, je ne sais pas si vous arrive de boire de temps en temps, mais il aurait bu 3-4 verres de vin blanc, il n'y a pas de quoi à tomber quasiment dans le commun. Oui, c'est d'autant plus que c'est quelqu'un, vous l'avez dit, de très solide. C'était un rugbyman très costaud, et l'instruction a tourné autour du fait de savoir si, travaillant à l'hôpital de Fumel en qualité d'infirmière, et ayant la possibilité de se rendre dans le local où étaient entreposés les médicaments, elle n'en a pas dérobé quelques-uns pour les lui faire prendre avant de les tuer, c'est clair. Donc la codétenue qui dit qu'elle lui a confié qu'elle lui avait administré de la morphine n'a peut-être pas menti. Tout à fait. Il y a incontestablement, comme dans toutes les déclarations, une part de vérité dans ce qu'indique cette codétenue, oui. Revenons 2 secondes au fils. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, placé en garde à vue, il la balance tout de suite. Comme s'il y avait chez lui une forme de soulagement. Tout à fait, il y avait une sorte de délivrance, mais bon, je crois qu'il avait compris que les recherches étaient assez avancées, parce que ça a duré un moment, entre le moment où ils ont été mis tous les deux en garde à vue et le moment avéré du crime. Il s'est passé du temps, il a rencontré sa mère, il a entendu les gens qui parlaient, c'était un village,
on parlait beaucoup de cette affaire parce qu'elle était un peu hors norme. Et effectivement, quand il a été arrêté, il a compris de suite que ça allait pas bien se passer. Alors, il y a cet épisode qui est surréaliste, c'est-à-dire que le fils explique que on l'a jeté dans le Lot parce que maman a dit qu'il aimait bien la pêche et qu'il était du signe du poisson. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est d'un mauvais goût absolu, Oui. et que cette femme est complètement déraisonnable, elle ne savait pas quoi dire. Quand le juge posait des questions précises sur des faits qui étaient importants et des faits majeurs de la procédure, elle répondait n'importe quoi. Elle dit aussi, à la fin de l'instruction, qu'il l'a batté. Je suppose qu'il y a eu une recherche de vérité sur ce sujet, on est arrivé à quoi? Ça n'a pas été avéré du tout. Ça n'a pas été avéré du tout. Alors, elle peut dire qu'il y avait une sorte de prégnance de la part de Chavernac sur sa personne, mais c'est tout ce qu'elle peut dire. Il n'y a rien qui est rapporté. Il n'a pas été établi qu'il l'aurait battu, qu'il l'aurait violenté ou qu'il aurait exercé quelque sévice que ce soit à son endroit. Ça n'est pas le premier crime sans cadavre, mais je suppose que pour vos clients, ça reste un traumatisme majeur. Elle a été condamnée, le gamin a été condamné, mais eux, ils n'ont pas de cadavre, pas d'obsèques, pas de tombe. Ils n'ont pas pu faire leur deuil. Je me souviens, je crois que d'ailleurs le père de Guy Chavernac est depuis décédé, mais le souci de sa vie, c'était combattre pour que la vérité ressorte du dossier. Il a beaucoup sollicité le procureur de la République d'Agen, et c'est vrai qu'on ne sait pas trop... on ne sait pas trop exactement comment tout s'est passé, parce qu'elle a tellement menti, elle a tellement baladé les enquêteurs que ça devenait presque surréaliste. Oui, mais quand même, puisque le fils dit qu'on l'a jeté dans le Lot et qu'il désigne l'endroit et qu'il balance tout, il ne ment pas. Donc les 2 sacs poubelles ont bien été jetés là où il l'a dit. C'est ce qu'ils disent. Il y a eu des recherches qui ont été faites, le juge avait mandaté des plongeurs de la gendarmerie qui ont effectué des fouilles dans le Lot à l'endroit indiqué comme étant l'endroit où les corps, les sacs ont été jetés. On n'a rien retrouvé. Je vous remercie beaucoup, maître Philippe Bria du barreau d'Agen, pour ce débrief de cette affaire Chavernac. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.